tous et bienvenue dans Jumpscare, votre podcast horrifique hebdomadaire qui sort tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de replonger dans les années 2000 avec un film so teenager, so dark et so spooky. Un superbe film qui a été choisi par notre invité du jour et non la moindre, vous avez dû le voir dans le titre de l'épisode. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Taous Merakchi, qui est entre autres autrice, journaliste, podcasteuse. Salut Taous, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors pour les quelques auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter ton travail ? Alors, je m'appelle donc Taous Merakchi, je suis écrivaine et podcasteuse. J'ai longtemps officié sous le pseudonyme de Jack Parker avec une carrière qui a commencé sur mademoiselle.com il y a 1 million d'années environ. Et je me spécialise dans le féminisme, l'adolescence, le sang, la mort et l'horreur. Et effectivement, le film choisi par toi aujourd'hui est tout indiqué. Il n'y avait pas beaucoup de suspense pour l'invité d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de Ginger Snaps, donc un film des années 2000 où les deux sœurs Fitzgerald, Bridget et Ginger, qui sont deux sœurs très proches et qui ont des passe-temps, disons-le, un petit peu dark, tombent un jour sur une créature mystérieuse qui va mordre l'une d'entre elles, Ginger, qui va avoir des comportements de plus en plus surprenants, de plus en plus bizarres, puisque en plus d'être en pleine puberté, elle se transforme peu à peu en loup-garou. Et ça ne va pas être facile ni pour ces deux sœurs, ni pour leur famille, ni pour leurs petits camarades de classe au lycée. Donc j'aimerais surtout savoir, Taous, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous proposer ce film ce soir ? J'ai choisi ce film parce qu'il colle à tous les thèmes dont j'ai parlé justement tout à l'heure et dans lesquels je me spécialise, puisque c'est une histoire qui est très féminine, ça parle de puberté, d'adolescence, il y a beaucoup de sang, c'est des thèmes qui me sont chers depuis toujours. Et quand j'ai découvert ce film, j'ai eu la chance de le découvrir peu de temps après sa sortie en DVD, alors que personne n'en parlait en France, parce que une personne que j'avais rencontrée sur Internet, sur une salle de chat, m'en avait parlé, le vieil Internet d'il y a très longtemps. Et en me disant, je pense que ça devrait te plaire. Et personne n'avait jamais entendu parler de ce film dans mon entourage. Et quand je l'ai vu, ça a été une révélation absolue, à tel point que je l'ai déjà cité dans 2 de mes livres. Et je pense que ce sera pas les derniers. Et effectivement, même si c'est un film qui est plutôt connu en Amérique du Nord, en France, il n'a pas eu... il n'a pas la même résonance, en tout cas il n'a pas le même statut culte ici chez nous. Mais pour parler de ce film qui a aussi des thématiques chères à notre podcast, nous recevons Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Mylène. Salut. Alors c'est bientôt le Sabaton, ça va ? T'es pas trop surexcitée ? Je ne dors plus, mais je regarde des slashers tous les jours, c'est trop bien. Bon, en fait, ça change pas d'habitude, quoi. Ah bah oui, parce qu'on va pas trop en voir ce week-end. Non, juste 10. 10 T'as en 2 nuits, raison. ça va être bien. Préparez vos cernes. Une autre qui sera également au Stabaton, Lily du blog du cinéma. Salut, je ne dors plus non plus à cause de Mylène. Devenez mes amis. Le troisième jumpscareos du jour, est-ce que tu dors toi, ça va Mathieu ? Quand j'ai fini de sous-titrer les bandes annonces de Mylène, oui, ça va, je peux dormir. Et je serai au Stabaton aussi. Effectivement, nous sommes tous très pris par le Stabaton, mais nous avons quand même pris le temps de vous préparer ce petit épisode sur Ginger Snaps. Et la première qui va en parler, je sais qu'elle aime bien le film, c'est Mylène. Alors, moi, mon amour pour ce film, il a vraiment évolué au fil du temps, parce que, comme toi, Taous, je l'ai découvert quand il est sorti. Et en fait, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour le voir. Pourtant, je devais pas être loin d'adolescence, mais en fait, je l'ai détesté. Genre vraiment, je l'ai trouvé cheap, j'avais un souvenir de quelque chose de très froid, très chiant, très moche. Et en fait, ça commence bien, t'es contente d'être venue. Ah non, mais je te jure, ça évolue bien. Je te promets, ça évolue bien. Et du coup, c'est un film que j'ai pas revu pendant quelques années en me disant oh là là, c'était un téléfilm chiant et tout. Et en fait, je l'ai revu, je pense que je devais déjà être en fac ou quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'étais con. T'es passé. Je pense que le style du film a fait que ça m'a complètement rendu hermétique au thème. Et puis, j'étais pas très fan des loups-garous, tout ça. Et en fait, je suis passée totalement à côté des thématiques. Et quand je l'ai vu, en fait, en étant plus vieille, je me suis dit oh, mais c'est un film que j'aime énormément. Et en fait, je le revois peut-être tous les 2-3 ans. Plus je le regarde, plus je le trouve qualitatif, plus je le trouve bien écrit. Et plus ça devient l'un de mes films coup de cœur. Et surtout, l'un des seuls films de loup-garou que j'aime bien. Parce que, justement, il est très différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Déjà, c'est un film qui parle, comme tu l'as dit, d'adolescence, de transformation du corps féminin. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve
pas mal dans l'horreur, dans des films comme Carrie, c'est vraiment l'un des films qu'on mentionne le plus pour ce genre de thématique. Mais on a aussi plus récemment des films comme Tiger Stripes, où justement, en fait, l'adolescence en fait, va être le déclencheur d'un changement, donc soit monstrueux, soit on a aussi l'apparition de pouvoir. Souvent, quand c'est chez la femme, on va du coup lancer ce déclenchement avec du coup l'apparition des règles. Carrie, quand même, tout se déclenche, du moins tout prend plus d'ampleur dès le moment où elle a ses règles. D'ailleurs, elle en a très très peur. Et là, dans Ginger Snaps, on a aussi un petit peu ça, puisque on va vraiment avoir donc ces deux sœurs, Bridget et Ginger, qui vont être déjà dans un premier lieu fascinées par la mort. D'ailleurs, elles sont beaucoup accompagnées de la couleur violet, qui est la couleur de la mort et du deuil. Et on va avoir cette récurrence de la mort, de l'imagerie, de cette fascination. Et puis, elles veulent en fait mourir avant leurs 16 ans. Il y a vraiment un refus de grandir, un refus de passer à l'âge adulte, un refus de coller aux normes, en fait, d'être en accord avec ce que les autres jeunes femmes font. Et c'est vrai que quand Ginger va avoir ses premières règles, là, c'est très... Je veux dire, c'est compliqué de pas voir de quoi ça parle, il n'y a pas de sous-texte. Vraiment, au moment où elle a ses règles, elle va se faire mordre par un loup-garou et va commencer sa transformation. Et on va avoir vraiment tout ce truc où on aurait pu juste partir sur les règles, c'est chiant, elle se transforme, comme il y a aussi un truc qui rappelle Jennifer's Body, puisque quand elle a du coup ce truc avec les règles, elle devient un peu dégueu, vraiment en mode punaise, comme en fait quand tu vas avoir tes règles en tant que meuf, tu te reconnais là-dedans en mode punaise, mais qu'est-ce que je suis dégueulasse. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, là je trouve ce qui change en fait de tous ces films-là qui mettent en scène du coup le côté traumatisme quand on a ses premières règles, quand on nous explique pas ce que ça peut être, c'est qu'il y a un côté un peu presque humoristique en fait dans les autres personnages, comment ils vont réagir face aux règles. D'ailleurs, c'est toujours des femmes. On va avoir du coup l'infirmière de l'école qui est là, mais bien sûr, c'est normal, quoi, mais tu perds tout ton sang, mais t'inquiète. La mère, elle est complètement en roue libre aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est un personnage assez incroyable, la mère, parce que en fait, des fois, elle pète complètement le ton. Il y a vraiment des moments où, notamment à la fin, je sais pas si on peut spoiler ou pas. Ouais, si, surtout sur le personnage de la mère, parce que justement, c'était un truc où je voulais avoir un peu vos avis et votre avis. Parce que moi, c'est un personnage sur lequel j'ai beaucoup de mal à mettre des mots. Parce que la mère, elle est très très ambivalente. Elle est à la fois hyper gênante pour ses filles, mais en même temps, elle est vachement dans le soutien. Le mari, il est complètement inexistant. D'ailleurs, le père, il ne brille que par son absence. Et elle est prête elle le dit à la fin, elle est prête à faire sauter la baraque pour partir avec ses filles, quoi. Donc c'est un personnage qui est intéressant, qui est un peu dans la relation qu'on a avec notre mère quand on est dans ce moment-là. Et du coup, je voulais avoir un peu toi, ton avis, Mylène, ou les autres sur ce personnage-là en particulier. Moi, je la trouve super touchante parce que quelque part, il y a une espèce de solidarité féminine qui se met en place avec ses filles parce que elle sait ce que c'est la puberté adolescente. Et par opposition au père qui, lui, à ce moment-là, est complètement déconnecté de ses enfants parce qu'il comprend plus, quoi. Il est complètement aux fraises. Et je pense que là-dessus, il y a même Ginger Snaps a dû inspirer un petit peu. Ça y est, j'ai perdu le titre du film. Film de sorcière. Ah, The Woods. Ou The Woods, où t'as aussi ce truc de Bruce Campbell qui joue un père complètement effacé, qui comprend rien, qui a même pas voix au chapitre. C'est les femmes qui l'entourent qui parlent et lui est complètement en dehors, quoi. Mais d'ailleurs, il peut jamais parler, hein. Quand les filles lui demandent si elles peuvent faire un truc ou quoi, il répond pas, c'est la mère qui répond. Elle répond à sa place. C'est ouais. Donc je crois qu'il a un peu infusé Ginger Snaps sur ces thématiques dans le cinéma d'horreur des années 2000 à destination des adolescents. Mylène, si tu veux reprendre, désolée, je t'ai interrompu. Oui, je laissais un petit moment si Taous, elle voulait, si au cas où tu vois, je te laissais pour parler. Je voulais pas vous marcher dessus, donc c'est pour ça que j'essaie. Vas-y, non mais vas-y. Hein. Non, vas-y. Hein. Hésite pas. T'as le droit de dire si on dit des conneries. Hein. Ah non. En plus c'est pas mon film. Hein. J'ai pas l'autorité absolue sur ce film, même si j'essaie de le faire croire, mais. Non, moi justement la mère des sœurs, j'ai vraiment ma vision a vachement changé en grandissant parce que évidemment la première fois que j'ai vu le film, alors pour le coup
Une des raisons on en reparlera, qui a fait que moi, j'ai vraiment aimé ce film des premiers coups, c'est que je venais d'avoir mes règles quand je l'ai vu. Donc, j'étais en plein dedans. Et en fait, au début, la mère, je la trouvais chiante, je la trouvais cringe, je la trouvais vraiment gênante. Et en grandissant, je me suis dit, mais putain, en fait, elle est 100% de leur côté. C'est un truc qu'on voit rarement dans les films d'horreur parce que souvent les parents sont soit absents, soit ils représentent justement l'autorité absolue qui ne veut pas croire, qui ne laisse pas voix au chapitre aux enfants parce que les enfants ont toujours tort. Et là, pour le coup, elle a vraiment ce truc de non, mais ok, je gère, vous inquiétez pas, vous avez fait la pire connerie que vous pouviez faire, c'est pas grave, je m'en occupe. Votre père, on s'en fout, on le laisse derrière, c'est pas grave, c'est vous et moi contre le reste du monde. Et voilà, moi je l'aime beaucoup pour ça. Et le père, je sais que je crois qu'il a 3 répliques dans le film, dont une qui est putain, on est à table quand ça commence à parler de règles, qui est vraiment le cliché absolu, mais très réaliste. Donc voilà, j'ai bien aimé cette représentation des parents. Mais c'est un peu dommage que, enfin, en même temps, elle le dit, c'est même une réplique du film qui est que à la fin, la mère, elle les laisse se débrouiller. Et vraiment, elle est complètement absente de la fin du film. C'est ça, ouais. La mère est abandonnée à cette soirée où elle est censée chercher ses enfants. Et dans cette fin, ce climax qui est un peu un duel entre sœurs, finalement, on se dit, mais la mère, elle est passée où? Est-ce qu'elle est encore en train de les chercher? Enfin, en fait, ce personnage, il est complètement mis de côté, justement pour que, comme dans la vie, en fait, on finit par plus être avec nos parents et à régler les choses en étant grand, quoi. Et c'est le cas aussi dans ce film-là. C'est vrai que vu ce qui a été mis en place avant dans la narration, tu te dis c'est chelou qu'elle soit pas là, et en même temps, vu ce qu'il voulait raconter, ça a du sens. Mais c'est vrai que ça clash à un moment. Il y a plein de gens qui ont décroché à ce moment-là en disant mais vous avez mis en place un truc, vous n'êtes pas allé au bout. Mais bon, c'est un choix de narration. Ouais. Je sais pas à quel point ils considèrent ça comme une erreur aujourd'hui, mais... Mylène, d'autres... Oui, ouais, je pense que c'était vraiment la volonté de commencer avec les sœurs et de finir avec les sœurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très touchant dans son personnage. Au début, moi, j'avais l'impression que c'était presque une mère abusive. Mais en fait, en le regardant aujourd'hui, je trouve qu'elle est plus maladroite qu'autre chose et qu'en fait, elle anticipe beaucoup de choses sur le comportement de ses filles, ce qui fait que des fois, nous, en tant que spectateurs, on peut prendre cette anticipation comme, en fait, elle prend trop de place envers elle. Et ouais, c'est un personnage qui me touche beaucoup. J'ai l'impression que c'est la mère de Serial Mover, sauf qu'elle tue pas de gens, elle ramasse des doigts dans le jardin. Du coup, j'avoue, je l'aime bien. J'aime bien cette actrice. Je trouve qu'il y a un truc très, très fun. Et d'ailleurs, en parlant d'actrice, ce qui marche super bien pour moi dans Ginger Snaps, c'est aussi l'alchimie entre l'actrice qui joue Bridget et celle qui joue Ginger. Et en fait, je me suis tapé quelques bonus du Blu-ray et j'ai découvert qu'en fait, elles se connaissaient, qu'elles avaient que 5 ans d'écart et que du coup, en fait, elles s'étaient un peu suivies durant leur scolarité. Et je trouve que ça se ressent. En fait, il y a un truc vraiment presque inné, quoi. On dirait qu'elles ont été... que le rôle il a été écrit pour elles, qu'elles se sont vraiment rencontrées, qu'il y a quelque chose de très naturel. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait la force du film parce que on a vraiment tout le temps envie de les suivre. On n'arrive jamais vraiment à savoir, même si Ginger, elle se transforme, de quel côté on va être. Et puis en plus, là où c'est intéressant par rapport à cette transformation, c'est que contrairement à d'autres films de loup-garou, on n'est pas du tout dans l'exagération de la transformation, dans voilà, on va en foutre des poils partout, des grosses canines. On est plus dans une espèce d'infection. Et je trouve que ça aussi, ça pose vraiment Ginger Snaps comme un film qui tente, à travers ses thèmes, à travers son sous-texte, vraiment de changer la donne par rapport à la figure vraiment de la lycanthropie, en fait. Et c'est vrai que cette infection, elle est aussi intéressante parce qu'il y a une transmission sexuelle, il y a aussi un caractère féminin dans cette infection et un caractère masculin. C'est-à-dire que le jeune homme qui va la voir va pas du tout réagir comme Ginger. Ginger, elle va du coup réussir un peu à rentrer dans le moule, elle va devenir plus sexualisée, elle va plus plaire aux garçons, elle va plus oser leur parler. C'est même pas oser parce qu'en fait avant, clairement, elle s'en fout. En fait, elle a pas du tout envie d'aller leur parler. Elle ne ressent pas de mal-être à être une outsideuse. Elle vit avec sa sœur et d'ailleurs, elle cultive cette différence-là. Elle en est contente. Mais c'est vrai que alors que Ginger, elle réagit comme ça, le gars qu'elle va infecté, lui il se retrouve avec plein de pustules, il est dégueu, on est presque dans un espèce de cabin fever du pauvre parce qu'il est quand même moins gore que dans
Cabin Fever. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de mettre en parallèle du coup la puberté chez le garçon et chez la fille. Encore une fois, je trouve que c'est hyper bien écrit. Les personnages sont vraiment hyper chouettes du début jusqu'à la fin. On a envie de les suivre, on est hyper touchés. Moi, j'avoue que la première fois où je l'ai vu, même si du coup j'ai pas accroché, quand le dénouement final est arrivé, j'étais hyper mal en fait. J'ai mis longtemps à m'en remettre, et même si dès le départ on te fait comprendre que la mort elle va être hyper présente, y a une espèce de fatalité où en fait on te ment pas dès le départ, on te dit on se quitte à 16 ans ou rien. Et malgré ça, ces sœurs, t'adores les suivre. C'est des personnages qu'on voit très peu dans l'horreur, de plus en plus maintenant, mais à l'époque, pas beaucoup. Et c'est quand même une chance de pouvoir découvrir ce genre de film. Et le fait qu'elles soient si bien écrites, c'est parce qu'elles sont écrites par une femme. Et ça, mine de rien, ça joue en fait. Franchement, par une femme, et par une femme qui avait la volonté de montrer autre chose dans la thématique du loup-garou. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce film, plus je le vois, plus j'en vois les qualités, et plus j'ai envie de le défendre. Et voilà, je trouve que c'est une petite pépite parmi tous ces films de loup-garou et parmi tous les films d'adolescence et d'horreur, qui encore une fois une thématique beaucoup traitée. Voilà, la monstruosité féminine et le corps des femmes dans l'horreur, c'est vraiment... autant les femmes ne sont pas présentes en réel parce qu'on leur laisse pas de place. Par contre, c'est un super sujet pour dire que ça fait peur, quoi. Donc, et l'adolescence, alors là, ça perturbe les réalisateurs à plein tube, quoi. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Merci Taous de l'avoir proposé, parce que on aurait fini par le faire, parce que je crois qu'on est pas mal à le kiffer dans l'équipe. Mais voilà, c'est très cool que tu l'aies ramené aujourd'hui. Avec grand plaisir. Mais justement, je voulais revenir sur ce que tu disais sur le traitement différent du loup-garou, que ce soit chez les jeunes garçons ou chez les jeunes filles. Je crois que c'est Léo, il n'y a pas longtemps, qui a fait une story en parlant de Teen Wolf, le film de 1985, qu'elle comparait justement à Ginger Snaps, en disant dans les films de loup-garou adolescents, quand t'es un garçon, tu deviens hyper sexy, tu chopes les meufs et t'es trop bon au basket, alors que quand t'es une meuf, c'est juste l'enfer sur terre, quoi. Et je trouvais que effectivement, cette différence de traitement qui est sur exactement la même thématique, à savoir être un lycéen qui passe par la puberté, est traité, bon, dans un cas c'est une comédie et dans l'autre effectivement c'est vraiment plus un film d'horreur, mais c'est deux visions de l'adolescence qui sont radicalement différentes, alors que dans les deux cas on est sur des ados loups-garous, quoi. Après, Teen Wolf, il s'inscrit aussi dans une petite série de films où en fait les monstres, enfin les figures fantastiques sont devenus un peu genre cool, spooky, quoi. Il y avait Teen Witch, Teen Wolf 2, et pour le coup je mettrais plus en parallèle Ginger Snaps avec 976 Evil, où là on a en fait un adolescent outsider qui va en quelque sorte faire un pacte avec le diable et se transformer, avoir quelques poils qui vont venir, être une sorte de démon. Et je trouve que là, au niveau de la transformation, même si c'est plus de la possession, on va avoir un espèce de parallèle avec Ginger Snaps. Ou Teddy même, pour être plus français, où effectivement là... pareil, on est sur une adolescence plus, c'est pas vraiment un adolescent, Teddy, c'est plus, il devient un jeune adulte, plus que vraiment la période de la puberté, mais on a quand même une thématique un peu similaire. Du coup, Lily, est-ce que tu veux bien nous donner ton avis sur Ginger Snaps ? Alors moi je suis assez d'accord avec Mylène, j'ai un peu peur de te paraphraser, mais pour moi Ginger Snaps c'est Forever in My Heart, comme chantait Mariah Carey. C'est un film que j'ai découvert sur le tard, pourtant j'étais déjà étudiante et j'aurais adoré le voir adolescente, parce que j'étais une ado très dark et je prenais des photos avec des mises en scène sans blague, un peu glauques pour mon Skyblog. Et la plateforme avait même supprimé un de mes blogs pour contenu choquant. Et ils avaient raison, parce que, bon, voilà, c'était quand même à destination des jeunes ados, Skyblog. Mais j'aurais été la cible parfaite pour Ginger Snaps. Et finalement, c'est peut-être une bonne chose dans mon cas de l'avoir pas vu ado, parce que ça m'aurait donné des idées de photos encore plus trash. Mais du coup, j'en viens à sa grande force, qui est le traitement de la puberté. Et encore plus, comme l'a dit Mylène, de la puberté féminine. Je connais assez peu de films à destination des ados aussi forts sur le sujet,
à part peut-être un peu Tis, mais dans une moindre mesure. Tis parle plus de sexualité. Parce que je trouve que ce thème, il est rarement traité de manière aussi impactante. On oublie souvent de dire que la puberté chez les filles, ça peut être vécu de manière très violente. Personnellement, moi aussi, je vais vous parler de mes premières règles. Après tout, c'est pas si sale. Personnellement, quand j'ai eu mes premières règles, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré en disant c'est nul, j'en veux pas de cette merde. Et je garde un souvenir très ému de ma maman qui, au moment où je dis ça, elle a les larmes aux yeux et elle me prend dans ses bras et elle me dit je suis désolée, je peux rien faire. Moi non plus, j'en voulais pas et je voudrais tellement pouvoir t'aider, ma biche. Donc, je crois que c'est un sentiment féminin finalement assez commun et ça fait un bien fou de le voir exprimé dans un tel film, surtout par la figure du loup-garou que vous venez d'aborder, les filles, qui est plus généralement utilisée, comme tu l'as dit Amélie, pour traiter du coming of age chez les garçons, surtout dans les années 80-90, début 2000. Moi, ado, un des seuls exemples de loup-garou féminin que j'avais, c'était Veruca dans Buffy contre les vampires, qu'on voit très peu, mais qui est quand même un peu intéressante parce qu'elle incarne une figure féminine qui exprime et affirme sa sexualité naissante et qui s'en bat un peu les steaks de ce qu'on pourrait penser d'elle. Mais malheureusement, les scénaristes en font une antagoniste. Donc du coup, je trouve que Ginger Snaps va beaucoup plus loin sur ces questions, puisqu'il y a tout un propos sur le fait de se conformer à une certaine vision de la féminité et d'accepter de subir en quelque sorte le patriarcat. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Ginger, elle se sent pas mieux pour autant. Il y a une véritable expression du mal-être qu'on peut ressentir en tant qu'adolescente quand on prend conscience de sa féminité, et encore plus dans le cadre du collège ou du lycée. Puis surtout, je vais employer un gros mot de la critique cinéma, mais pour moi, sur ces questions, Ginger Snaps, il est radical. On nous montre quand même du sang de règle. On nous montre des poils, de la mousse à raser et des rasoirs à la poubelle dans tout ce que ça peut avoir de moins ragoûtant. On nous montre aussi un acte sexuel adolescent déceptif, pas du tout romantisé. Et tout ça, à mon sens, c'est très fort. On n'est pas sur une vision de l'adolescence à l'eau de rose façon John Hughes. Et ça rend le propos de Ginger Snaps important et radical, dans la mesure où s'il y a de belles choses dans la puberté féminine, il y en a aussi de moins glamour et de moins positives, malheureusement. Et aussi parce que le film porte des messages forts. Je parlais du patriarcat tout à l'heure. Il dénonce aussi quand même beaucoup de choses sur le regard des hommes sur les femmes. Je peux d'ailleurs pas m'empêcher de penser « Vas-y, pète-lui la gueule » quand Ginger, elle chope le concierge libidineux à la fin. Et il y a un dernier thème que je trouve très louable aussi, parce qu'il est rarement traité, encore une fois, d'un point de vue féminin, dans les films à destination des adolescents, j'entends, c'est la prédominance de l'aîné sur la cadette dans les fratries, qui est aussi un truc assez courant dans les familles, en fait, et un peu tabou. Ginger, elle soumet littéralement Bridget à sa volonté, qui est en décalage avec elle, parce que elle, sa puberté n'est pas encore survenue, et elle se retrouve complètement paumée quand le fossé se creuse entre elles. Donc on est sur la question du cadet qui doit se détacher de l'aîné pour s'affirmer en tant qu'individu sans pour autant rompre le lien. Et encore une fois, c'est assez rare pour le souligner. Donc je trouve que Ginger Snaps, il peut manquer parfois un peu de subtilité. Je suis assez d'accord avec Mylène quand elle dit qu'il est bien écrit, parce que je trouve qu'il est finalement très loin de ce qu'on pourrait imaginer d'un film d'horreur pour adolescents. Il est extrêmement riche et impactant sur les thématiques qu'il aborde, et le tout dans une esthétique ado-gothique assez singulière qui lui est propre, je trouve. Et pour moi, ce serait même un truc à montrer à tous les ados, quel que soit leur genre, s'ils ont une appétence pour les films d'horreur. Merci beaucoup Lily. Du coup, effectivement, ce n'est pas qu'un film pour filles, puisque nous allons maintenant avoir un avis masculin sur la question avec Mathieu. C'est donc moi. Alors, Ginger Snaps, j'ai tourné autour pendant un long moment, parce que je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années en arrière. C'était sur un site qui n'existe plus, qui s'appelait DVD Rama, et c'est un site qui mettait beaucoup en avant des
petits films indépendants, des petits films d'horreur, enfin des petites séries B, des petites bisseries. Et je sais que le site avait beaucoup parlé de ce film-là. Et enfin à l'époque, j'avais très envie de le voir. Et je n'ai pas pu le voir avant une bonne vingtaine d'années parce que dans Feu mon vidéo club, j'avais réussi à récupérer le DVD, mais j'ai dû le louer, je pense, peut-être 4 ou 5 fois, et j'ai jamais pris le temps de le regarder correctement. Ce qui fait que après, donc j'ai récupéré le DVD, et au final, j'ai enfin vu ce film. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, quoi. Et je dois dire que mes attentes ont été pratiquement comblées. Le film est très ancré dans les années 2000. On est sur une période, alors ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais en 2000 on est dans une espèce de période un petit peu bâtarde. On est sur la fin du néo-slasher, en 2000 c'est l'année où sort Scream 3. On est pas non plus totalement dans cette espèce de vague de remake assez vénère de grands classiques du cinéma d'horreur des années 70. Ça c'est un petit peu plus tard. En 2000, on est sur des espèces de films qui ont un petit peu le cul entre deux chaises, et j'ai vraiment pas le souvenir qu'il y ait des films qui soient aussi casse-gueule sur le papier et à ce point réussi que Ginger Snaps. Alors des films de loup-garou, je crois qu'il y en aura un an ou deux après avec Dog Soldiers, mais ça reste une série B bourrine où tout le monde se tire dessus avec des loups-garous méchants, et voilà. Ginger Snaps, c'est complètement autre chose, c'est beaucoup plus subtil, même si encore une fois sur le papier ça peut être relativement casse-gueule, mais voilà, comme vous l'avez dit précédemment, c'est un film en fait qui se bonifie au fil des revisionnages. Donc là c'était la seconde fois que je le voyais, et je l'ai presque plus apprécié que la première. C'est un film qui est très particulier parce que, comme vous l'avez dit aussi, il mélange pas mal de genres, donc le coming of age, avec certains moments en fait qui sont presque du teen movie. Enfin, il y a des moments qui sont limite drôles, quand les deux sœurs en fait se prennent en photo dans des trucs épouvantables où il y a du sang de partout, et que les parents arrivent et disent tu me nettoieras ça, alors que franchement il y en a dans tous les sens, quoi. Donc il y a ça, et puis aussi une espèce de sous-catégorie du film d'horreur qui est le film de body horror, et spécifiquement le film de body horror qui concerne le corps féminin. Il y a toute une série en fait de films où on voit des espèces de transformations non souhaitées sur le personnage de la femme, et qui va ensuite passer une partie du film à essayer de lutter contre ce truc-là avant de l'accepter, et d'au final, dans certains cas, presque d'en tirer parti. On peut citer Retour des morts vivants 3, Thanatomorphose aussi, qui est un des plus connus, quelques personnages de Society, Possession, Tis que tu as cité aussi tout à l'heure, Lydie, Sex Addict aussi, même Black Swan d'une certaine façon, Chromosome 3, enfin bref, il y en a quand même pas mal, mais à titre personnel je rangerais vraiment Ginger Snaps dans un des meilleurs de sa catégorie, d'autant plus que, comme on l'a dit encore une fois, le film de loup-garou c'est pas forcément un genre qui est très qu'on a l'habitude de voir tous les 4 matins au cinéma, quoi. Autant le film de vampire, après c'est une histoire de vague aussi, le film de vampire c'est traité quasiment chaque décennie, en fait on a nos petits classiques du film de vampire, mais si je devais rapprocher en fait Ginger Snaps d'un classique de film de vampire, je le mettrais presque, peut-être pas au même niveau parce que vraiment c'est un film que je place extrêmement haut, mais presque au même niveau qu'un film comme Morse. Parce qu'on a encore une fois cette espèce de drame qui va se jouer entre deux adolescents, et en fait tout le film va être filmé à hauteur d'adolescents, et les adultes dans les deux cas vont être totalement exclus. Et c'est des films qui racontent des choses absolument horribles sur le papier, mais qui sont touchés par la grâce en fait à certains moments, même si d'un point de vue technique il y a peut-être 2-3 petites choses qui à la revoyure, c'est pas que ça me pose souci, mais je vois en fait que le film est quand même très ancré dans les années 2000. Le second visionnage en fait j'ai surtout tiqué sur le montage, notamment dans les scènes d'action ou les scènes d'agression. Le montage est très 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 haché, très très cut, mais je pense que c'est aussi une façon de masquer le fait que la créature elle est pas ouf, on va dire ce qui est. Si vous avez l'occasion de voir, après avoir vu le film quand même, à quoi ressemble la créature, je trouve que le design il n'est pas forcément des plus réussis. Enfin, dans la petite histoire des films de loup-garou dans l'histoire du cinéma, il y en a quand même des bien plus efficaces que celui-ci. Même pour dire, en fait, le loup-garou que l'on voit dans Ginger Snaps, la suite, qui est réalisée en 2004, est à mon sens bien plus efficace que ce premier loup-garou, quoi. Mais après, encore une fois, voilà, c'est un détail, c'est pas du tout... c'est juste moi qui me focus là-dessus, mais ça n'enlève absolument rien à la qualité du film. Et au final, c'était une très très bonne redécouverte. Merci Mathieu pour cet avis, et vu que tu as vu la suite, peut-être qu'en fin d'épisode on pourra revenir sur les suites de Ginger Snaps, mais avant nous allons passer à l'avis de notre invité. Donc Taous, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton avis sur Ginger Snaps? Alors, je vais essayer de ne pas parler pendant 3 quarts d'heure.
D'autant qu'en vrai, l'essentiel a été dit, donc je vais aussi essayer de ne pas me répéter. Comme je le disais, moi j'ai découvert Ginger Snaps. Alors j'ai dit à sa sortie en DVD, mais en fait c'était quelques années après parce que je devais avoir 15-16 ans. Et en 2000, j'avais 13 ans, donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Et j'ai eu mes règles très tard, comme elle. J'ai eu mes règles vraiment une semaine avant mes 15 ans. Un 15 août, le jour de la Vierge, ce que je trouve très symbolique. Et j'ai une histoire avec mes règles qui est très particulière parce que j'ai eu le temps de m'y préparer. Quand on les a à 15 ans, on a vu tout le monde les avoir avant, on sait ce que c'est, ça prend pas par surprise. J'ai été élevée par une mère féministe qui m'en a parlé 1000 fois, il n'y a jamais eu de tabou à la maison, donc j'avais pas cette appréhension de qu'est-ce qui va se passer dans mon corps, ou un truc à la Carrie où je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comme j'ai pu voir des copines à moi qui les ont eu à 10-11 ans, où là, effectivement, elles savaient ce que c'était dans l'absolu, mais le fait que ça leur arrive, c'était vraiment une catastrophe absolue. Et donc, quand je les ai eues, c'était presque, putain, enfin, je suis normale. Et en fait, très rapidement, il y a la déconfiture de « Ah, non, j'en veux pas de cette merde, c'est horrible, en fait. » Et Ginger Snaps, c'est, pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, peut-être la meilleure représentation des règles au cinéma qui a été donnée. Au-delà de la métaphore, parce que dans la métaphore, enfin, je trouve que l'idée de cette métaphore entre lycanthropie et cycle menstruel, c'est du génie et en même temps une évidence absolue, parce qu'on a souvent associé la lycanthropie à des caractéristiques très viriles, à de la masculinité, à réprimer sa rage, réprimer sa colère, sa violence, etc. Et sauf qu'en fait, on parle d'un truc qui arrive tous les 28 jours, tous les mois, de façon régulière, qui crée des changements de comportement, des altérités physiques. On peut pas faire plus proche des règles, quoi. Voilà, on pense souvent aux vampires quand on parle d'histoire de sang, mais en vrai, voilà, les règles, c'est un truc de loup-garou, quoi. Et au-delà de cette métaphore, donc, dans les faits, quand ça parle des règles, quand elles vont voir leur conseillère à l'école et qu'elle explique à Ginger ce que c'est que les règles, elle le dit très factuellement, elle dit exactement ce que c'est, il n'y a pas d'euphémisme, il n'y a pas de... elle n'utilise pas des images pour essayer de cacher la vérité, elle dit très clairement ce qui se passe vraiment dans le corps à ce moment-là. Et il y a cette scène mémorable qui est donc celle que j'ai citée dans mon premier livre qui s'appelle Le Grand Mystère des Règles, qui est un livre sur les règles. Il fallait que j'en parle. C'est quand elles sont au supermarché toutes les deux en train d'acheter des protections hygiéniques pour Ginger et qu'elle est pliée en deux et que sa sœur lui dit « Non mais ça va, c'est bon, c'est juste des crampes ». Et elle l'arrête, elle la regarde, elle fait « Alors, pour ta gouverne, les mots juste et crampes ne vont pas ensemble ». Et vraiment, cette phrase, la voir à l'écran, je me dis « Ah, bah merci, ça fait du bien de voir enfin sa douleur rendue légitime. » Et même la conseillère, en fait, elle dit « Oui, bah oui, t'en chies, c'est normal, t'as mal, c'est normal. » Alors qu'en vrai, maintenant, on sait que nous, c'est pas normal de nous laisser souffrir, mais c'est un autre débat. Le fait est que physiquement, on se retrouve dans des états qui sont lamentables, physiquement et émotionnellement. Et ça ressemble beaucoup à ce que traverse Ginger. Et j'aime beaucoup le trouble qui est un peu semé entre qu'est-ce qui relève de la puberté, qu'est-ce qui relève de la lycanthropie dans ce qu'elle traverse. Parce que bon, les poils bizarres qui apparaissent, ouais, ça peut arriver pendant la puberté aussi. Alors la queue qui pousse, c'est autre chose, mais on peut avoir des excroissances, on peut avoir des trucs qui apparaissent de temps en temps. Notre corps change du jour au lendemain, nos odeurs changent, notre texture change, nos fluides changent, tout change et... tout nous échappe. Moi, à chaque fois, je mange un chien, c'est atroce. Non mais voilà, quand même, tu sais, après, t'as tout le voisinage qui est en colère parce que, putain, il y a encore un chien qui a disparu, il faut qu'on se plante et tout, enfin, c'est relou. Voilà. Mais voilà, il y a plein de choses où je me suis dit, putain, oui, c'est à ça que ça ressemble vraiment l'adolescence, en tout cas l'adolescence quand on a un utérus, quoi. Et l'adolescence, c'est une période qui est extrêmement perturbante parce que c'est une période chrysalidaire où, en fait, on est vraiment en changement permanent et rien ne ressemble à notre forme d'avant et ça ressemble pas tout à fait à notre forme finale non plus. Donc on est dans une espèce de transition permanente où à chaque fois on se dit c'est bon là c'est fini, non toujours pas, il y a le nez qui a poussé avant tout le reste, ok là c'est bon, non les oreilles ont poussé avant le reste, je ne ressemble plus à rien, on m'a mis un appareil dentaire, j'ai un mono-sourcil, maintenant il faut que je me rase les poils parce que tout le monde se fout de ma gueule à l'EPS, à la piscine. Il y a que des trucs qui nous mettent en conflit avec notre corps et avec notre apparence et en plus de ça, il y a les émotions, il y a les hormones qui viennent jouer, il y a le fait qu'on se sente incompris par tout le monde. Tout est une question de vie ou de mort. Dès qu'il y a une trahison dans la famille, un chagrin d'amour, une engueulade avec des copines, c'est tout notre monde qui s'écroule. Et en fait, on joue notre vie au quotidien quand on est ado. Et c'est un truc que les adultes ne comprennent absolument pas parce qu'ils en sont complètement déconnectés. C'est d'ailleurs la promesse que je me suis faite intérieurement. J'espère que je vais réussir à la tenir. Mais pour ma fille, j'espère que quand elle passera par le cap de l'adolescence, je pourrai être
un peu plus maligne que certains adultes, en évitant de lui dire des trucs à la con comme « Mais non, mais tu verras, c'est la meilleure période de ta vie, ça te manquera quand tu seras plus grand et que tu payeras des impôts. » Donc voilà, ça cristallise beaucoup de choses dans lesquelles moi je me suis retrouvée en grandissant. Et donc ce film m'a suivi tout au long de mon adolescence, puis de ma vingtaine et maintenant de ma trentaine bien avancée. Et à chaque fois que je le vois, je me sens encore plus proche de ce film et je me sens encore plus réconfortée. Parce que c'est une histoire d'émancipation, c'est une histoire d'amour entre deux sœurs. Il y a d'ailleurs un truc un peu incestueux entre elles deux, qui est un thème que j'ai fini par voir au bout de peut-être 5 ou 6 visionnages. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, attends une minute, il y a quand même un truc très fusionnel entre elles, qui est presque sexuel, à tel point qu'à un moment, quand Ginger est plus avancée dans sa transformation, elle a une attitude un peu... de séductrice envers sa sœur, et elle lui dit, tu sais, c'est comme si on était presque plus de la même famille, tellement j'ai changé. Et tu te dis, ah, qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Il y a vraiment plein de choses qui se mélangent, et c'est pour ça que je trouve que c'est un film, comme tu disais tout à l'heure, Lily, c'est un film qui est radical pour ça aussi, parce qu'il ose plein de choses, il ose passer plein de limites, mais sans jamais le faire pour le plaisir de choquer, ou pour prendre les gens pour des cons, ou juste pour leur dire « Ah, je t'ai bien eu, je t'ai dérangé !» Et comme beaucoup de films essayent de le faire, et c'est toujours raté, parce que l'intention n'est pas sincère, et elle n'est pas basée sur des envies de raconter des choses qui comptent, quoi. Et je me perds dans ce que je vis, parce que vraiment, j'essaie de trouver de l'ordre, tellement j'aime ce film, il faut que j'arrive à rester concise. Mais voilà, c'est un film qui... Alors pour moi, c'est la grande sœur de Jennifer's Body, qui est donc un film dont je parle absolument tout le temps. Mais rien que la scène, justement, au ralenti, quand Ginger accepte son corps, sa sexualité et sa position de séductrice, et qu'elle traverse le couloir du lycée avec ses cheveux qui volent au vent, son petit sourire satisfait et tout le monde qui se retourne sur son chemin, il y a exactement la même dans Jennifer's Body, et clairement elle vient de là, quoi. C'est un film aussi que j'utilise beaucoup pour convaincre les gens qui n'aiment pas les films d'horreur qu'en fait si, ils aiment les films d'horreur, parce que il y a peu de films hors genre qui parle aussi bien de cette partie de notre humanité de façon aussi viscérale, en tapant sur des trucs dans lesquels on peut tous se retrouver. Et ça peut paraître un peu risible au début de se dire « Ouais, moi je m'identifie vachement à ce film de loup-garou », mais en fait, je me retrouve pas dans d'autres films qui parlent plus de... Enfin, qui se servent moins de métaphores pour parler de l'adolescence, parce que moi, je me suis sentie monstrueuse pendant toute mon adolescence. Moi, j'ai rêvé qu'un jour, ce que j'étais en train de vivre là, se solde par « Mais non, mais t'inquiète, maintenant tu vas voir, le résultat, il est ouf », et plus personne pourra jamais te faire chier. Alors il se trouve que ça se fait avec la force de caractère et pas avec des crocs et une queue, et c'est très dommage. Mais en attendant, voilà, je me réconforte avec ma grande gueule, en attendant d'avoir des crocs pour la remplir. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, merci. Du coup, est-ce que vous avez envie de nous parler des suites? Je sais qu'il y en a 2, c'est ça? Oui. Moi, je ne les ai pas vus, mais je sais que certains et certaines parmi vous les ont vus. Alors oui, j'ai vu les 3 et j'aime beaucoup le 2 qui part dans une autre direction, qui va plus s'attarder sur des sujets comme la dépendance, la maladie mentale, la psychopathie infantile et adolescente. Il aborde aussi beaucoup de sujets et en même temps, il revient plus sur des codes plus classiques du film d'attaque de monstres, ce qui est pas déplaisant. Voilà, donc j'aime beaucoup le 2 et le 3. Le 3, alors, le résultat est en demi-teinte à mon sens, mais il est intéressant. Il est même surprenant. Il fait un truc, alors pas du tout dans la même démarche, on n'est pas du tout sur le même genre, mais il fait un truc à la Evil Dead 3, où en fait, tu te retrouves au Moyen-Âge. et tu remontes le temps des années avant. Et c'est les mêmes personnages, mais... Tu supposes que c'est plutôt leurs ancêtres parce qu'on se retrouve au temps des premiers pèlerins aux États-Unis, à l'époque des procès en sorcellerie, ce genre de choses, et aussi de la crainte encore de certaines créatures magiques qui pourraient sortir de la forêt. Et malheureusement, il manque un peu de rythme, il sait pas trop où il va ce film, mais je le trouve surprenant et je le trouve super intéressant dans ce truc de toujours sur les thématiques féminines. De vouloir parler d'une vision de la femme à une époque où on les représentait comme des sorcières et des personnes peu fréquentables.
Justement, je viens de penser à un truc sur l'héritage de la monstruosité, la sororité, la sexualité, tout ça. Finalement, on a aussi Grave, qui est un peu dans une veine similaire, avec, pareil, une relation entre une grande sœur et une petite sœur, et une transformation comme ça, même si c'est pas vraiment une transformation du corps qui est aussi radicale que le loup-garou, mais en fait, une transformation qui va vers une sexualité agressive, au point que dans Grave c'est du cannibalisme, et que on découvre à la fin qu'en fait, voilà, je vais vous spoiler Grave, désolé, que en fait c'est un truc féminin, de famille. Et presque dans Ginger Snaps, on aurait pu. Moi, si la mère avait été un loup-garou, tu vois, j'aurais pas, ça m'aurait pas choqué plus que ça non plus, tu vois. Ce serait logique, et je pense que c'est peut-être un des manques du 3, parce que c'est sous-entendu quelque part. Mais du coup, tu te doutes que Ginger et Bridget, elles ont pas 103 ans, donc quoique plus, des milliers d'années. Je suis nulle en maths et en histoire. Enfin bref, mais tu te doutes que ces personnages n'ont pas des centaines d'années, donc tu te dis quelque part ça doit être leurs ancêtres. Voilà, donc ouais, il y a vraiment une histoire de transmission et qui est intéressante dans ce film parce que, comme je disais tout à l'heure, je parlais de sentiments féminins finalement assez communs. En fait, ça se retrouve depuis le début des temps, à l'époque des procès en sorcellerie, et il y en a eu aussi chez nous, faut pas l'oublier. Merci beaucoup Lily. Mylène, quelqu'un ? Il y a presque une forme de malédiction, en fait, comme si, au fil des décennies, en fait, elle revivait encore et encore presque la même mort, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette fatalité dans le film et dans le fait qu'elles savent, en fait, qu'elles sont vouées à mourir jeunes, comme si, en fait, à travers leurs différentes vies, en fait, elles savaient qu'elles allaient partir ensemble d'une manière hyper tragique. Et je pense que c'est ce qui fait que le film, il est aussi beau. Effectivement, bon, le premier, c'est mon préféré pour tout ce qu'on a dit avant. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, Taous. Tu parlais de la douleur des règles et du fait que c'était évoqué pour une fois voilà, frontalement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que de manière générale, les douleurs de règles, c'est très tabou. Même si, de manière générale, les règles, bon, même si ça change, c'est quand même relativement tabou. On en a encore à faire des règles bleues. Mais effectivement, cette douleur et notamment le fait qu'on peut être complètement malade, qu'on peut vomir, qu'on va se retrouver à pas pouvoir aller en cours. Voilà. En fait, par exemple, pour un cas très personnel, mon cas, je me suis retrouvée à ne pas me rendre compte que j'avais une endométriose pendant des années parce que c'était normal, en fait, d'en chier durant ces règles. Et ce qui n'est pas du tout normal, en fait. On n'est pas censé vomir à chaque fois qu'on a ces règles. On n'est pas censé avoir... À qui le dis-tu ? Voilà, on se sait. On n'est pas censé avoir l'impression qu'on va accoucher pendant ces règles non plus. Et c'est vrai que voilà, c'est important que des films comme ça, même s'ils le font pas encore assez avec rage, tellement des fois on peut avoir mal, le mettent en scène du coup à travers des thématiques fortes et du coup un peu gore, comme du coup le fait de bouffer des chiens quand on a nos règles. Voilà, on mange tous des chiens, pas des chats parce que c'est quand même cool les chats. Mais... Je voulais rebondir sur 2 trucs du coup. Le premier, c'est que tu parlais de malédiction et justement en anglais, un des petits surnoms des règles, c'est the curse, donc la malédiction, ce qui fait que tout est effectivement cohérent dans la mythologie de Ginger Snaps. Et un autre truc que j'ai oublié de mentionner dans mon grand monologue, c'est aussi tout l'aspect colère et rage, qui sont donc des émotions qui sont refusées aux femmes depuis toujours. C'est aussi le sujet d'un de mes livres qui s'intitule Vénère, qui est sorti en 2022, dans lequel j'ai cité Ginger Snaps, parce qu'il y a ce passage où elle est en train de vomir du sang dans les toilettes, et je me souviens plus comment ça a été traduit en VF, mais elle dit en gros, j'ai cette pulsion, cette douleur en moi, cette envie viscérale, et je croyais que c'était pour le sexe, mais en fait c'est juste de tout détruire. Et vraiment, le jour où j'ai vu cette réplique, pareil, comme pour la réplique sur les crampes, j'ai vraiment une espèce d'illumination, un flot de lave. Ah, mais en fait, c'est normal. Moi aussi, en tant que femme, j'ai le droit d'avoir envie de tout déchiqueter. Wow. Et ça, putain, la représentation du féminin monstrueux, moi, ça a été l'éveil de ma vie. Puis en plus, c'est hyper intéressant comment il montre par moments, justement, quand elle est pas totalement transformée, en fait, à quel point elle a une douleur qu'elle peut pas définir
Et en fait, elle est entre l'envie, le besoin, la rage, la douleur. Et là, pour le coup, ça fait vachement écho à une représentation qu'a mentionné Mathieu dans le retour des morts vivants 3, où du coup, le personnage principal va un peu réussir à retarder sa transformation en zombie. Et pour la retarder, va devoir s'infliger des souffrances physiques, en fait, va se retrouver à la fin avec plein de bouts de fer dans son corps pour justement refouler son addiction à la chair, son besoin de manger des humains. Et c'est vrai que pour le coup, effectivement, Mathieu, quand tu l'as cité, ça m'a fait tilt, j'avais pas du tout pensé, mais c'est des films qui se font assez écho et j'aurais pas de mal à croire que soit le réal, soit la scénariste avait vu le retour de la mort vivante 3, quoi. Enfin, le retour des morts vivants 3. Non, parce que la mort vivante, c'est Oui, autre voilà, chose. c'est moins bien. C'est Jeannot. C'est beaucoup moins bien. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le film ou est-ce que je passe à l'avis des auditeurs? Désolée, c'est parce que j'ai un œil dessus depuis tout à l'heure pour essayer de voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez dire sur le film? Non. Mathieu? Non, pas grand-chose. Moi, je l'ai découvert cet après-midi parce que je me suis rendu compte après des années que j'avais le DVD. J'ai quand même grandement préféré le premier film. Le deuxième est pas inintéressant, mais là où le premier était un film presque solaire, malgré les thèmes abordés, je trouvais que celui-ci était, comme disait Lydie, en fait, beaucoup plus sombre. Et surtout, ce qui m'a peut-être pas gêné, mais ce qui m'a un petit peu déçu par rapport au premier film, c'est que c'est vraiment un film d'enfermement. Pendant la moitié du film, on a donc le personnage de Bridget, toujours impeccablement joué par Judith de la chaîne Demoiselles d'horreur, qui se retrouve enfermée dans une espèce d'hôpital où elle va essayer de s'évader. Au bout de 40 minutes, en fait, elle y arrive. Du coup, dans la deuxième partie, elle se retrouve en cavale et va de nouveau s'enfermer dans une maison jusqu'à ce qu'elle arrive en fait à se défaire du loup-garou. Donc voilà, c'est pas inintéressant encore une fois, mais c'est quand même très en dessous du premier film. Eh bien, nous allons maintenant passer à l'avis des auditeurs qui ont été sélectionnés par Romain. On commence avec The Last Geek Hero, Cédric Belconte, qui nous dit « Ginger Snaps réussit partout où Twilight échoue. Une série B ingénieuse qui utilise un mythe pour raconter les changements que subit une adolescente, que ce soit au niveau de son corps ou de sa relation avec les autres. Ça n'oublie pas d'être grinçant et crade. » Chloé HK, vu tout récemment, j'ai beaucoup aimé, les transformations sont top et un bon film sur le mythe du loup-garou. J'ai adoré le lien presque trop fusionnel entre les deux sœurs et l'intro est géniale. C'est vrai que l'intro est cool. C'est ce que tu disais, Taous, qu'effectivement elles ont un lien... Bah, en plus, c'est ce qu'on appelle en anglais des Irish Twins. C'est quand deux enfants sont nés... Enfin, c'est un retour de couche, quoi, Bridget. Elle est vraiment... Elles ont même pas un an d'écart et elle a sauté une classe et c'est pour ça qu'elles se retrouvent ensemble, fusionnelles comme des jumelles. Ouais. Donc, elles étaient faites de toute façon pour évoluer côte à côte. Et tout a été fait pour renforcer ce lien. Et effectivement, Ginger a clairement l'ascendant sur elle et... c'est un peu abusif aussi comme relation, quoi. Enfin un peu, très abusif. Mais sa mère leur dit à un moment. Hein. Ça finit un peu par se retourner. Oui, c'est vrai que la mère dit prends ton indépendance. Mais au final, ça finit presque par se retourner, quoi. C'est Bridget qui prend des initiatives, qui a aussi une relation, ça on n'en a pas trop parlé, de la relation avec leurs camarades masculins. La relation que je trouve que Bridget et Sam ont, la manière dont ils interagissent, elle est beaucoup plus... saine entre guillemets que la manière dont Ginger elle interagit avec ses camarades masculins et dont surtout les camarades masculins interagissent avec Ginger parce qu'elle est quand même extrêmement sexualisée par les garçons de sa classe au final. Mais en fait on sent aussi que, pardon, ça me fait penser à un autre truc, c'est que pendant tout le film on sent que Ginger elle est vachement dans elle est très définitive, elle est vraiment dans on a dit qu'on faisait ça, on va faire ça, et on sent Bridget qui est vachement plus hésitante et qui le fait parce qu'en fait c'est Ginger qui l'a décidé. Elle a pas l'air d'en être aussi convaincue qu'elle et la fin, même si elle brise le cœur, même si on aurait aimé, parce que moi, évidemment, je veux toujours voir le monstre survivre, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Il y a quand même ce truc de, en fait, comme dans beaucoup de relations abusives, que ce soit au sens propre comme au figuré, il faut que la personne qui a l'ascendant meure pour qu'enfin on puisse prendre notre liberté et vivre pour nous-mêmes. Et c'est souvent ce qui arrive. Alors après, la mort, ça peut être une mort métaphorique, hein, mais dans mon cas, moi, c'est clairement quand mon père est mort que j'ai fait « en fait, je suis une personne à part entière et je peux exister par moi-même, trop bien !» Et c'est tragique, parce que évidemment qu'on préférerait que ça puisse se passer autrement, mais dans beaucoup de cas, c'est comme ça que la libération peut se faire. Et donc c'est pour ça que
quand je disais tout à l'heure qu'à chaque fois que je revois ce film, je m'y retrouve pour différentes raisons. Mon père est mort il y a 9 ans. J'étais déjà bien adulte et du coup, ça a été encore une claque de « Ah, là aussi, ça me parle ». Alors que ça ne me parlait pas il y a quelques années parce que je connectais pas avec cette partie de l'histoire, quoi. Donc voilà, mort aux abuseurs. Mais d'ailleurs, la fin est un petit peu ouverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si Bridget se sauve elle-même ou pas. Ouais. Ah, il y a toujours C'est-à-dire que ça reste, est-ce qu'elles meurent ensemble ou pas, bah, c'est ça. On ne sait pas. Et il y a toujours ce risque justement de quand tu te défends, est-ce que tu meurs aussi, ou alors est-ce que tu tues une partie de toi pour pouvoir survivre. Enfin, ça englobe encore une fois plein de trucs qui sont hyper intéressants et hyper riches, quoi. Anita Scotch qui nous dit « Oh, ce serait trop cool d'inviter Taous Merakchi pour en parler. » Bah ça tombe bonne bien idée. C'est étonnant. Anita, Wishmaster, c'était la semaine dernière, mais ton vœu était exaucé. Nous avons Phoenix Phantomgnosis qui nous dit « Pas trop apprécié, car esprit un peu trop teenage, comme beaucoup de films d'horreur post-Scream. » Alors déjà, on critique pas Scream, ok, déjà. Non, mais je suis pas d'accord. Non, mais je suis sûre le loup-garou aurait été un garçon, ça aurait été moins teenage d'un coup. Ouais, des gros muscles, de la sueur, tu vois, un truc sympa, là. Moi, je signale au passage quand même, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, que Wes Craven a fait un film de loup-garou. Oui. Mylène, vas-y. Alors, non, j'aimerais qu'on oublie ce moment de la vie de Wes Craven, s'il vous plaît. Je préfère qu'on parle de son porno, s'il vous plaît. Voilà, laissions Kirst tranquille. Non. On va parler de la musique de mon cœur, plutôt. Eh ben, il y a Meryl Streep, c'est déjà pas mal, ça va, voilà. Oh, c'est bon, hein, il a fait... Ça sauve rien Il a du fait tout. Steve et Freddy. Est-ce que vous avez fait mieux, vous? Ok, donc respectons Wes, je t'aime. Nous avons l'avis de Jimmy Latrick, superbe pseudo au passage. J'ai vu ce film une fois car les thématiques de la transformation du corps adolescent mélangé au film de loup-garou m'avaient beaucoup intrigué. Cependant, j'ai détesté le visionnage. J'espère que vous allez réussir à me donner envie de lui offrir une seconde chance. Peut-être qu'il faut... C'est dommage qu'on sache pas pourquoi il a détesté. Du coup. Peut-être parce qu'il s'appelle pas Jimmy la vulve. Ouais. Ah oui, non, mais moi je décidais que tous les gens qui n'aimaient pas ce film étaient misogynes, je vous le dis. C'est facile. Ah, mais je suis avec toi, je suis complètement avec toi. On va refaire une inquisition, mais à l'envers. Grave. Nous avons d'ailleurs un avis intéressant de Hallowed, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. Vu hier, traitement intéressant de la figure du loup-garou et de sa transmission. Complètement raccord avec les années 2000, la sexualité des adolescentes, des changements du corps et surtout, c'est écrit en majuscule, des IST, des maquillages sympathiques, mais ce qui ne va pas, c'est l'acting. Alors deux choses, premièrement le côté IST, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté, je vais un peu loin, un petit côté It Follows presque, dans le fait qu'on se transmet comme ça, on se transmet la malédiction, quoi, qui effectivement existe dans Ginger Snaps, ce qui veut dire qu'il y a un rapport intéressant, c'est que ça se transmet soit par la morsure, en tout cas soit par l'agression, soit par le rapport sexuel, et du coup ça fait un parallèle entre les deux qui est tendancieux, je trouve. Bah, il y a des théories, alors après ça c'est toujours des interprétations et c'est assez libre et ça revient souvent dans les films d'horreur qui disent que l'attaque de Ginger c'est pas un loup-garou et c'est pas juste une morsure mais c'est un viol. Et forcément ce genre d'image, même si c'est pas voulu par la personne qui l'a écrit, quand on a vécu quelque chose de similaire, enfin tu vois c'est ça qui est beau avec le cinéma en fait, c'est que on peut te mettre n'importe quelle image, si toi ça fait écho à quelque chose que tu as vécu, c'est cette interprétation là que tu mets sur le film et c'est ça qui va aiguiller ton ressenti et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectivité qui tienne dans le cinéma. Mais du coup il y a souvent dans les films, enfin c'est comme dans Jennifer's Body, encore une fois, le fameux sacrifice dont elle est victime au début du film, il n'y a pas d'agression sexuelle, mais ça se veut aussi comme une métaphore d'agression sexuelle, alors que visuellement, c'est pas ça qui se passe. Et clairement, Ginger, c'est pas ça qui lui arrive. Mais dans la narration, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et ça explique aussi beaucoup de choses de comment on se relève de ça, qui on devient après, qu'est-ce qu'on nous a pris, qu'est-ce qu'on devient, est-ce qu'on se sent dépossédé de son corps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent prendre cette apparence-là. Et si en plus, on rajoute à ça quelque chose d'intrusif, on a mis quelque chose dans mon corps qui est resté même après l'agression, comme dans Jennifer's Body, encore une fois, ça a transformé qui je suis, j'ai un parasite à l'intérieur de moi qui est en train de transformer qui je suis, et bah forcément, il y a cette notion de je ne suis plus moi, je suis monstre, je suis autre, et je me détache de mon humanité.
Ça prouve encore une fois à quel point le film est riche au niveau de ses thématiques et des interprétations possibles. Et au début de la vie, il parlait des années 2000, cet auditeur. Et ça m'est apparu d'un coup et je l'ai pas vu capter au visionnage. Pourtant, c'est un de mes chevaux de bataille. J'ai un problème avec les années 2000 où je trouve qu'on hypersexualise les femmes et beaucoup les adolescentes. Et je m'aperçois que Ginger Snaps, il prend le truc à rebrousse-poil. Donc encore un truc que j'avais pas capté tout de suite. Donc toujours une grande richesse dans ce film. Ouais, parce que du coup, elle devient plus forte par sa sexualité, alors que les personnages masculins deviennent plus faibles et sont rendus victimes et deviennent dépérissent à cause de leur promiscuité. Et ça, effectivement, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Mais même le personnage du dealer, qui, dans les teenage movies des années 2000, le mec un peu plus âgé qu'elle, qui traîne autour du lycée, qui pourrait être le grand frère, machin, c'est un truc qui est plus glamourisé d'habitude. Alors que là, franchement, c'est un peu glauque, ce mec qui essaye de pécho des lycéennes. Mais quoi. en vrai, toutes les relations sont un c'est peu Ginger glauques. qui lui Je suis pas dit sûre d'ailleurs à qu'il Bridget... essaye de pécho des lycéennes. Non, enfin, je sais pas, moi je vois qu'il leur vend de la drogue, mais je suis pas sûre qu'il essaie de les pécho, parce qu'il a l'air de plutôt ignorer la cool girl du lycée, qui elle par contre essaye de le choper. Mais moi je le vois pas spécialement comme un prédateur sexuel, je le vois comme un étudiant qui vient dealer sa cam, quoi. J'ai pas compris ça comme ça. J'ai compris qu'au contraire, celle qui lui court après, il l'a pécho et qu'en fait maintenant il s'en fout. Maintenant qu'il l'a eu, j'ai compris ça comme ça, moi perso. Moi aussi. Ah, ok. En fait, pour moi, c'est un peu un personnage de groomer, quoi. Parce que alors après, encore une fois, c'est libre, c'est laissé à l'interprétation, mais clairement, au début, tu te dis, Bridget, il en a rien à foutre, parce qu'elle est pas belle, elle est pas sexy, et elle est pas en demande de quoi que ce soit, et en même temps, la relation qu'ils commencent à entretenir tous les deux, le fait qu'ils se mettent entre les deux sœurs, même s'il y a une raison, parce qu'il y a un monstre, il y a vraiment une menace, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu viens te mêler de ça ? Pourquoi tu es autant investi dans la vie de cette gamine ? Mais, et d'un autre côté, comme il fait rien, à l'écran en tout cas, de problématique, tu te dis, non, c'est juste qu'il s'est retrouvé dans cet embrouille-là, il a potentiellement une solution, parce que c'est lui qui apporte la solution médicale qui pourrait résoudre le problème. Et en fait, il utilise ses pouvoirs pour le bien, quoi. Donc il y a plusieurs façons de le voir, ce personnage. Et, je le voyais pas du tout comme en train de draguer Bridget. C'est vrai, effectivement, que j'étais pas du tout sur ce truc-là, quoi. Ah, pour moi, il cède un peu à l'appel de la demoiselle en détresse, tu vois. C'est pas parce qu'un personnage agit bien que ses intentions sont Non, mais louables. c'est que j'ai l'impression qu'il est plutôt obsédé par le loup-garou, et que du coup il sait qu'elle est au courant et qu'il y a une obsession malsaine envers ce mystère plus que envers Bridget, et qu'en fait il sait que Bridget sait quelque chose et que du coup l'obsession elle est plutôt en mode je vais aller jusqu'au bout pour tirer les verres du nez de Bridget ou de ce qu'elle sait, ou voilà, c'est plus dans ce sens là en fait. J'ai pas l'impression que ça soit elle l'objet plutôt que le loup-garou en lui-même. D'ailleurs c'est un personnage qui se fait agresser sexuellement à l'écran par Ginger. Ouais. Encore un truc qu'on voit pas souvent. Ouais, tout à fait. Oui, donc c'est ouvert aux interprétations. Les auditeurs nous donneront leurs avis en commentaire. Et d'ailleurs, on va finir par un dernier avis. Tristan qui nous dit « Peut-être le meilleur film de loup-garou, tant il en saisit si bien tous les enjeux. Un récit qui capture à merveille la puberté et surtout la peur de devenir une femme dans une société qui cherche à tout enfermer dans des cases, avec une sorte de vibe Tumblr emo avant l'heure. » Alors j'aime bien la vibe Tumblr emo canadienne. Feuille morte. On vous le met en plein été. Nous, il fait 30 degrés là quand on est en train d'enregistrer, alors que c'est vrai que c'est un film d'automne. Oui. Ah, Tumblr emo, nous, on a eu Skyblog avant Tumblr, excusez-nous. On faisait aussi des images crades à la webcam. Moi, j'ai jamais quitté Tumblr depuis que j'y suis inscrite, depuis que je suis ado, donc j'y suis toujours. J'ai depuis perdu tout mes ce mots temps. de passe, moi. Et effectivement, Ginger Snaps fait partie des films qui tournent encore très régulièrement sur les cercles horreur sur Tumblr. C'est un film que personne n'arrive à oublier et que tout le monde continue à interpréter et à adorer. Et, donc régulièrement, quand je me promène sur Tumblr, je vois des gifs du film et ça me rend profondément heureuse. Et puis il y avait même eu sur Tumblr une grosse vague où les meufs faisaient comme Bridget et Ginger, donc s'amusaient à prendre aussi des photos gore de mise en scène de mort.
On va s'y mettre. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos de mise en scène gore. Non, pas du tout, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Moi, j'en ai encore de quand j'étais ado. Non, Lily, range ça, avec les beaux côtés. Je vais essayer de me faire striker par Instagram, comme sur Skyblog à l'époque. Oh là là. Moi, je suis un peu curieuse. Deuxième adolescente. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos avis. Merci à toi, Taous, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir proposé de revoir ce film qu'on aime tous beaucoup. Est-ce que tu as des petites actus à nous partager ? Tout à fait. Je publie un essai dans un ouvrage collectif qui sortira à la rentrée aux éditions le 6 octobre, aux éditions Les Insolentes, qui s'intitule Vulgaire et qui est sur le sujet de la vulgarité d'un point de vue essentiellement féminin, avec un casting de qualité, puisqu'il y a Daria Marx, c'est dirigé par Valérie Ray-Robert, il y a Lexi de Aggressively Trans, Jennifer Padjemi, Marie de Breuer et moi-même. Et donc on a tout pris un sujet différent pour parler de la vulgarité. Moi, mon sujet, c'était la classe sociale et la race. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être assimilé à la vulgarité quand on vient d'une classe sociale plus pauvre et qu'on est d'origine maghrébine, ce qui est mon cas. À côté de ça, je travaille sur un essai aux éditions La Ville Brûle qui sortira l'année prochaine sur l'horreur et le monstrueux. Donc on est en plein dedans. Je citerai probablement Ginger Snaps dans celui-ci aussi. Et sinon, j'ai... À chaque fois. Voilà, à chaque fois. Et sinon, j'ai une newsletter qui sort tous les dimanches sur l'actu de l'horreur sur petit et grand écran sur Patreon. C'est 2 € par mois pour 4 numéros. Et c'est un truc que j'aime énormément faire. J'ai pris énormément de plaisir à la développer. Et maintenant, il y a un petit édito à chaque intro où je parle d'un sujet qui m'a inspiré ou d'un film que j'ai vu avant de passer aux actus. Avec donc des bandes annonces, des annonces de films qui ne sont pas encore en production, les castings, tout ça. Dès qu'il y a du nouveau sur un film ou sur une série, j'en parle. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux. Et donc, je suis sur Instagram et TikTok essentiellement, avec le pseudo Jack X Parker. C'est le pseudo que j'ai pour absolument tous les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et de toute façon, des Taous Merachi, il n'y en a pas 1000, donc c'est facile de me retrouver. Eh bien, merci beaucoup. Abonnez-vous, surtout. Abonnez-vous aussi à Jumpscare pour nous retrouver tous les vendredis. Donc, vous n'hésitez pas, nous sommes sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Tous les vendredis, on vous parle d'un nouveau film d'horreur. Et nous, on se retrouve au Stabaton pour les auditeurs et auditrices qui y seront. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain, justement, avec un nouveau film. À très bientôt. Salut. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.